Pour moi, c'est un guet-apens. La personne connaissait ses allées et venues, connaissait ses horaires. Donc, c'était prémédité pour moi. C'est quelqu'un qui, peut-être, la connaissait très bien. Bonjour, Marie-Claire Bégaud était une jeune maman qui adorait sa fille de 2 ans. À l'automne 1991, ce bonheur souriant volait un éclat. La maman, mystérieusement disparue, était retrouvée martyrisée sur une rive de la Loire, pas très loin de Nevers. Un crime manifestement sexuel, entouré d'une sinistre mise en scène, le début d'un insondable mystère. Au fil des années, les enquêteurs vont voir s'ouvrir devant eux une succession de pistes. Celle du compagnon de Marie-Claire Bégaud, le papa de leur fille, celle d'un jeune homme du coin qui va revendiquer le crime, d'un agriculteur qui s'avère être un prédateur ou encore d'un routard qui a tué une autre femme avec le même mode opératoire. Autant d'hypothèses qui vont s'effondrer comme des châteaux de cartes. L'affaire Bégaud est à ce jour l'un des cold cases français les plus intrigants, les plus tortueux. Pourquoi la vérité est-elle si difficile à atteindre? L'assassin était-il à portée de main? Question posée aujourd'hui à nos invités. Vendredi 25 octobre 1991, 20h25. Alain de Vita, 40 ans, arrive chez lui à cyclomoteur à Druy-Parigny, à 25 km de Nevers. Il a la surprise de trouver la maison vide. Sa compagne, Marie-Claire Bégaud, 38 ans, n'est pas là. Pas plus qu'Anaïs, leur fille de 2 ans. Marie-Claire aurait dû rentrer depuis une bonne heure. Cette ancienne employée de la SNCF est en stage de reconversion pour devenir infirmière. Elle part chaque matin en train à Nevers et rentre le soir en car. Marie-Claire n'est pas non plus passée chez ses parents pour récupérer Anaïs. Alain de Vita file jusqu'à la minuscule gare de Béart, une simple halte ferroviaire, la Citroën Visa de sa compagne est seule sur le parking. La portière conducteur est légèrement entr'ouverte. Les gendarmes sont prévenus. Le lendemain, Marie-Claire n'est toujours pas rentrée. Alain de Vita retourne à la gare. La voiture n'a pas bougé, mais dans l'herbe, le compagnon aperçoit les bottes de sa femme, soigneusement déposées. Il les ramène chez lui avec la voiture. Les gendarmes d'Infi se déplacent à la gare. Ils trouvent le manteau bleu de Marie-Claire avec des traces d'herbe dans le dos. Enquête ouverte pour disparition inquiétante. Dimanche 27 octobre, 9h30, 2 jours après la disparition, 2 jeunes pêcheurs tombent sur un corps de femme. Il s'agit bien de Marie-Claire Bégaud. Elle repose sur le ventre sur une berge sableuse de la Loire, à proximité d'une aire de stockage de déchets industriels, le crassier des aciéries d'Infi. Le bas du corps est dénudé, la victime porte toujours son pull vert, son soutien-gorge n'a pas été dégrafé, la culotte a disparu. Le haut du buste et le visage sont en partie carbonisés, brasier allumé par un cahier de cours qui appartient à l'élève infirmière et aussi par de l'huile de vidange. Les légistes n'arrivent pas à établir la cause exacte du décès, sans doute étouffé. Impossible de dire si la victime a été violée, même si la scène a tout d'une agression sexuelle. Marie-Claire a été laissée dans une posture humiliante, ligotée aux poignets et aux chevilles après le décès. On pense tout de suite à un maniaque. Mercredi 6 novembre, 10 jours après la découverte du corps de Marie-Claire Bégaud, son compagnon, Alain de Vita, est une deuxième fois en garde à vue. Le vendredi 25, il a quitté son poste de cuisinier à 20h. Il ne pouvait pas être à 18h25 à l'arrivée de sa compagne à la gare. L'alibi est vérifié. Mais les gendarmes s'interrogent. Le couple de Vita Bégaud n'allait pas si bien que cela. Marie-Claire avait un amant. Elle parlait de séparation. Alain de Vita dit qu'il était au courant. Il acceptait la situation. Il n'aurait jamais fait de mal à cette femme qui l'aimait. Quand j'ai trouvé la maison vide, j'ai pensé qu'elle était chez une amie, dit-il. Aucune charge retenue contre le compagnon, il est relâché. Je suis sûr qu'elle est tombée dans un guet-apens préparé à l'avance, confiera Alain de Vita au journal du Centre. Un guet-apens, certainement, mais qui a attaqué Marie-Claire Bégaud dans l'obscurité d'un soir d'automne 1991? Bien difficile de le dire. Alors évidemment, il va y avoir des suspects. Un garçon va rapidement émerger. Suspect numéro 1, là on va croire qu'on touche au but, mais ça va poser quelques questions et quelques problèmes. On va évidemment y revenir dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Marion Garnier.
Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors vous êtes journaliste et réalisatrice, vous êtes rédactrice en chef de l'émission Non élucidée, dont un épisode justement est consacré au meurtre de Marie-Claire Bégaud. Épisode, je le dis, qui est très détaillé, très bien informé. Je l'ai visionné, effectivement, on apprend beaucoup de choses dans votre travail. Et vous êtes co-auteur avec Cyrielle Adam du livre Cold Case au pluriel, qui est publié aux éditions Larousse. Cold Case, là au singulier, mais on y est tout de suite, parce qu'effectivement on est toujours dans l'inconnu avec cette histoire Marie-Claire Bégaud. Il faut revenir au début, à cette scène de disparition. Elle est dans un coin isolé, c'est tout petit, moi j'ai vu les images, cette gare elle est minuscule, d'abord il n'y avait pas de personnel, c'est une halte ferroviaire. Cette gare, elle est minuscule, elle est au bout d'un long chemin. Et le soir, quand Marie-Claire Bégaud rentre chez elle, cette gare est fermée. Donc en fait, ce qu'elle fait pour aller suivre sa formation d'infirmière à Nevers, tous les matins, elle part de chez elle, elle va en voiture à la gare, elle gare sa voiture sur le parking, prend le train. Et au retour, il n'y a plus de train. Donc elle prend le car et elle va après à pied par un long chemin entouré d'arbres, un long chemin non éclairé, elle rejoint le parking et elle prend sa voiture et elle rentre chez elle. C'est un peu l'air d'un coupe-gorge cet endroit. Je suis désolé, mais il y a des arbres partout, on peut s'y cacher facilement. Il y a des arbres et elle partout. est seule quand elle descend de ce car. Elle est seule, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a plus d'employés à la gare. Donc effectivement, c'est une habitude en plus qu'elle a. Elle fait ça tous les soirs. Donc elle est à la merci de quelqu'un qui pourrait l'épier, de quelqu'un qui passerait une mauvaise rencontre. C'est un endroit effectivement isolé, non éclairé, un endroit dangereux. Oui, et puis c'est ce que vous dites très bien, Marion Garnier, c'est une habitude qu'elle a. Et lorsqu'on a une habitude, on se fait rapidement repérer en général. Lorsque vous avez un maniaque qui vous observe, une fois, 2 fois, 3 fois, il sait que tous les jours, à la même heure, elle est là. On sait effectivement que les habitudes très précises comme ça, c'est pas forcément bien. Par exemple, pour les joggeuses, je fais un petit aparté, mais vous avez raison. On leur conseille de ne pas prendre toujours le même circuit, toujours à la même heure. Donc effectivement, si quelqu'un dans le coin avait des intentions mal intentionnées, et pas forcément vis-à-vis de Marie-Claire Bégaud, mais pour agresser une femme, cette femme qui tous les soirs descendait à la même heure du car, faisait ce petit chemin long de plusieurs centaines de mètres, seule, et rejoignait sa voiture, c'est une proie facile. Et on sait aussi que si on parle d'un auteur, un maniaque, quelqu'un avec ce style de profil, on sait que la préparation fait aussi partie du plaisir de l'action. C'est terrible, ce que je dis. Mais bien sûr, c'est la perversité. C'est la perversité, effectivement. Cette personne, c'est peut-être un voyeur qui l'a surprise, etc. Enfin bon, en tout cas, ça fait froid dans le dos, cette scène. Bonjour Ludovic Pives. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Alors vous êtes journaliste au Journal du Centre et vous avez écrit de nombreux articles sur cette affaire que vous connaissez parfaitement. Ludovic Pives, dites-nous, qui est Marie-Claire Bégaud ? Alors, Marie-Claire Bégaud est une femme de 38 ans, c'est Madame Tout-le-Monde. Elle est sans histoire, elle vit aux côtés de son compagnon Alain qui a 2 ans de plus qu'elle, et de sa petite fille Anaïs qui n'a que 2 ans. Elle est employée aux ateliers SNCF de Varennes-Vauzelles, qui est une commune de l'agglomération de Nevers. Et ce soir-là, le jour de sa mort, elle rentrait d'une formation professionnelle quand sa route a croisé celle de son assassin dans le petit chemin qui mène à la gare de Béart où elle avait stationné sa Citroën Visa. Marion Garnier, un mot, 48 heures pour retrouver le corps, ça va assez vite, ce sont des jeunes pêcheurs qui retrouvent ce corps. C'est pas un crime ordinaire, parce qu'il y a toute une mise en scène, il y a une espèce de méthodologie. C'est pas un crime ordinaire parce que c'est un crime dans lequel il y a plusieurs lieux. En réalité, plusieurs lieux et plusieurs séquences dans le déroulement criminel. On sait avec certitude que Marie-Claire Bégaud a été agressée à la gare, près de sa voiture. On sait avec certitude que quelqu'un a mis le feu à son corps le long de la Loire. Mais entre ces 2 lieux, il y a peut-être eu un lieu de séquestration. Elle a été dans une voiture pour qu'on la transporte et on ne sait pas où elle est morte. Ouais. Donc, en fait, tout ça, ça va compliquer beaucoup l'enquête puisque on ne sait pas où elle est morte, on ne sait pas où elle a été tuée et on ne sait pas non plus quand elle a été tuée. Et j'ajoute à ça que l'autopsie, elle est très imprécise. Alors, on est dans peut-être une autre époque, mais en tout cas, c'est très flou. On ne sait pas de quoi elle est morte, on ne sait pas si elle a été violée, même si tout dit qu'elle a pu être agressée sexuellement, mais c'est un peu compliqué. Ludovic Pives, un petit mot là-dessus. On la retrouve sur cette berge de la Loire.
Ce lieu, il faut vraiment le connaître, il faut y aller spécialement. Alors c'est effectivement un lieu très fréquenté des pêcheurs, près du crassier des Aciéries d'Imphy, sur la rive droite de la Loire. Ce sont d'ailleurs 2 pêcheurs qui découvrent le corps 2 jours après sa disparition. Il faut véritablement connaître. À ce lieu, on accède par une petite route. Pour m'y être aventuré à plusieurs reprises et y être retourné pas plus tard qu'il y a quelques jours pour justement dans le cadre de cette future interview, Merci. Je peux vous dire qu'on n'y va pas par hasard. C'est quelqu'un du coin selon vous? Ça, c'est la piste privilégiée tout de suite qui s'impose? Alors sans exclure bien évidemment d'autres hypothèses, les gendarmes privilégient la piste locale. L'assassin connaissait forcément le lieu où le corps a été abandonné. Il devait aussi connaître la gare où la victime a été attaquée. C'est une toute petite gare de province, au bout d'un petit chemin, entouré de champs, éloigné des maisons. Il y a plusieurs centaines de mètres en plus de la route départementale, donc c'est relativement isolé. Un jeune homme qui habite près de la gare va être interpellé. Mardi 3 décembre 1991, Jean-Claude Porot, 23 ans, ancien employé municipal à Béart, sans emploi, est placé en garde à vue. Ce célibataire qui réside chez sa demi-sœur à la cité SNCF intrigue les gendarmes. Dès le lendemain de la disparition, il s'est présenté spontanément à la brigade. Il disait avoir vu la voiture de Marie-Claire Bégaud devant la gare de Béart. Quelques jours plus tard, il est revenu à la gendarmerie. Cette fois, il disait avoir aperçu une voiture blanche quitter à toute allure la gare. Porot indique qu'il connaissait de vue la victime. Le soir de la disparition, il jouait à la belote chez sa sœur. Le jeune homme sort libre de l'interrogatoire. 12 février, deuxième interrogatoire, à nouveau relâché. Jeudi 2 avril 1992, 6 mois après le crime, troisième garde à vue pour Jean-Claude Porot. Entre-temps, une jeune femme l'a accusé de l'avoir violée quand elle avait 14 ans. À propos de Marie-Claire Bégaud, Porot précise « Elle correspond au type de femme que j'aimerais avoir, mais je n'irai pas jusqu'à tuer pour arriver à mes fins. Le suspect n'a pas d'alibi, son emploi du temps est flou, il craque. Selon lui, Marie-Claire devait sans doute être une fille facile. Il l'a donc suivie dans l'obscurité sur le parking. Elle lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a répondu « Êtes-vous une fille facile ?» Marie-Claire lui a alors lancé « Mais pour qui me prenez-vous ?» Elle l'a insulté. Il a baissé son pantalon. Elle a tenté de le frapper. La suite ? Il ne se souvient plus. Il se revoit en train de la ligoter, la charger dans le coffre de la Citroën, rouler jusqu'en bord de Loire. Il l'a attrapée par les hanches, il a tenté de la violer, mais le cœur de la jeune femme ne battait plus. Il avait un bidon bleu rempli d'huile de vidange. Il a fait une torche avec les pages d'un cahier pour mettre le feu au corps. Les enquêteurs parlent de détails que le suspect n'a certainement pas inventés. Jean-Claude Porot est inculpé d'assassinat et de tentative de viol. Il est écroué. Lundi 11 mai 92, Jean-Claude Porot réitère ses aveux devant le juge d'instruction de Nevers, Philippe Vanier. Après plus de 6 mois d'enquête, le dossier Marie-Claire Bégaud paraît donc bouclé. Les gendarmes d'Imphy, de Nevers et de Bourges ont mené pas moins de 689 auditions pour en arriver là. Mais 15 jours plus tard, Porot se rétracte. Il dit avoir fait des aveux sous la contrainte. Le juge note des incohérences dans ses déclarations lors d'un transport sur le lieu de découverte du corps. Il se trompe même de direction. Porot est remis en liberté. Et chose importante, 8 ans plus tard, Jean-Claude Porot va bénéficier d'un non-lieu. À ce stade, il n'y a donc plus de suspect, mais c'est déjà, on sait que c'est foutu avec Porot, puisqu'on l'a laissé partir et que voilà, ses poursuites, elles sont abandonnées. Tout doit repartir à zéro. Marion Garnier, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime, journaliste et réalisatrice, et vous êtes la rédactrice en chef de l'émission Non Élucidée. Il y a un numéro de Non Élucidé qui est consacré à cette affaire. Le coupable désigné, là il n'y a pas de doute, on est au printemps 92, c'est Jean-Claude Porot. Il le dit, et ces détails qu'il donne, c'est hallucinant. Il donne des détails extrêmement précis. Par exemple, il dit j'ai pris un bidon avec de l'huile de vidange pour mettre le feu. C'était un bidon bleu. Il précise il y avait un scotch noir dessus. Et effectivement, le bidon qui a été retrouvé sur la scène de découverte du corps est bleu avec du scotch noir. Tout est concorde avec les faits que les gendarmes ont pu constater. Maintenant, il avoue et puis après il se rétracte. Eh oui. Et quand il se rétracte, il dit « J'ai avoué sous la pression, on m'a menacé, on m'a dit qu'ils allaient mettre ma sœur en prison.
Et là, le juge d'instruction se retrouve face à une grosse difficulté parce que, certes, il y a des aveux, mais il n'y a pas de preuves qui pourraient venir corroborer ces aveux. Et puis, il faut bien savoir qu'à cette époque, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, sur les PV, il n'y avait pas écrit les questions des gendarmes. On voyait les PV et en fait, on avait l'impression qu'ils parlaient comme ça pendant 4 heures sans qu'on leur pose aucune question. Alors ça, c'est un détail extrêmement important, Marion Garnier. Il faut s'arrêter juste là-dessus parce que c'est très très important pour comprendre pourquoi il y a eu peut-être ce revirement. C'est qu'effectivement, à l'époque, il n'y a pas les fameux SI sur interrogation avec ces questions où on voit que ce sont les gendarmes ou les policiers qui questionnent. Là, effectivement, c'est tout d'un blot et on se demande si c'est pas les gendarmes qui parlent ou si c'est le suspect. On se demande comment exactement, et puis comment les questions ont-elles été posées. Est-ce que c'était des questions ouvertes ou des questions fermées? Il y avait un détail sur le bidon bleu que vous avez pris. On ne sait pas. Je dis pas que les gendarmes étaient malhonnêtes. Je veux dire que dans le feu de l'action, la pression qu'il y a pour élucider ce crime, et quand même, il devait se dire, il sent bon, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a quand même le profil de l'emploi. Lui, on peut y croire. Mais le juge d'instruction. Il y a un doute. Dit au mari de Marie-Claire Bégaud, vous voyez ce dossier, si je l'envoie en cour d'assises, il va se faire acquitter. C'est ça qu'il y a un non-lieu. Et effectivement, il a le doute, le juge d'instruction, donc il préfère lâcher l'affaire parce que il sent que ça va pas marcher. Ludovic Pives, vous êtes journaliste au Journal du Centre et vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Qui est ce jeune homme, Jean-Claude Porot? Il est désœuvré, il habite tout près de la gare de Béart. Alors c'est un homme de 23 ans, il est employé municipal donc de la commune de Béart où disparaît Marie-Claire Bégaud. Lui, il habite chez sa sœur dans la cité SNCF qui est tout près de la gare où la victime, je le rappelle, avait stationné sa voiture. En revanche, lui, il n'a pas de véhicule. Qu'est-ce qu'il raconte lors de sa garde à vue, ce jeune homme? Il explique qu'il connaissait les habitudes de Marie-Claire Bégaud et que n'ayant pas eu de rapport sexuel depuis fort longtemps, il a espéré. Alors il s'est caché dans des ronces près de la voiture que Marie-Claire Bégaud donc avait stationnée à proximité de la gare. Il a abordé la jeune femme. Légitimement, elle a pris peur. Elle l'a insulté. Il s'est mis à baisser son pantalon. Elle a répondu par une tentative de coup de pied dans les parties de Jean-Claude Porot. Et puis, il dit qu'il n'a plus aucun souvenir de la suite, jusqu'au moment où il la voit au sol inanimée. Oui, c'est le seul flash qui lui revient finalement. Il sait qu'il a emporté cette femme dans cette voiture, dans le coffre de la voiture, mais pour la suite, il est très imprécis. Effectivement, il va même se tromper d'endroit lorsqu'il faudra, lors de la reconstitution. Marion Garnier, l'enquête, elle est gigantesque. On se rend plus compte aujourd'hui, mais il y a des dizaines de gendarmes, il y a des vérifications dans tous les sens. Honnêtement, ils ont tout mis en œuvre pour réussir à élucider ce crime. Je crois qu'il y a plus de 6000 heures d'audition. Ils ont fait des tonnes de vérifications, interpellé, rencontré les gens qui avaient des profils de délinquants sexuels. Ils ont beaucoup travaillé. Il y a même le Journal du Centre qui va titrer « Les dessous d'une enquête exemplaire ». Parce que là, on pense que ça y est, c'est fait avec ce jeune homme qui pourtant va être relâché. Mais avec ce jeune homme, on y est. Ah mais là, tout le monde pense que c'est terminé, que c'est résolu. Faut vraiment... je veux dire, c'est un jeune homme qui avait un emploi, qui a été licencié, qui passe l'essentiel de sa journée devant la télévision. Oui, il fait rien de la journée. Qui a du mal à avoir des relations amoureuses ou sexuelles. Il le dit que c'est un problème. Il a quand même le profil. C'est un type qui est... Et puis en plus, quand on apprend par une femme qui l'a forcé quand elle avait 14 ans à lui faire une fellation... Là, on se dit, et lui-même est dans le coin. Oui, tout le monde est persuadé que c'est lui et que finalement l'élucidation a été faite assez vite. Ce qu'on oublie un peu en disant travail monumental super, c'est que c'est quand même lui-même qui arrive tout seul à la gendarmerie. Ouais, c'est pas faux. C'est lui qui arrive une première fois en disant j'ai vu la voiture. Il vient une deuxième fois en disant mais je la connaissais cette femme, non? Les gendarmes se disent c'est quand même bizarre ce type. Et la troisième fois, c'est lui qui vient en disant je reçois des lettres de menaces, on me dit je t'ai vu, c'est toi qui as commis le crime. Mais ça arrive, ça arrive qu'effectivement des meurtriers se dénoncent finalement. C'est très souvent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme lui qui arrive aux gendarmes. Ludovic Pives, justement, il y a eu ce soulagement qui a été bref dans cette région parce que la psychose, elle s'installait. Alors c'était effectivement un soulagement total car la région a vécu dans la psychose pendant 5 mois, de fin octobre 91 jusqu'à son arrestation donc en avril 92. La région a vécu dans l'effroi le plus total face à un meurtre qui est véritablement d'une sauvagerie inouïe. La victime elle a été dévêtue,
bâillonné, ligoté, en partie calciné, peut-être même violé, mais l'enquête ne l'a jamais déterminé. C'est l'horreur absolue dans la Nièvre. L'assassin reste en liberté, un autre suspect va se profiler. Les 2 victimes ont été retrouvées à moitié dévêtues. Les 2 communes, Béart, d'où a disparu Marie-Claire Bégaud, et Chevenon, d'où a disparu Mathilde Girardot, ne sont éloignées que d'une quinzaine de kilomètres. Samedi 24 avril 1993, presque 2 ans après la mort de Marie-Claire Bégaud, une deuxième jeune femme est découverte, assassinée, près d'un canal de la Loire à Chevenon. L'endroit est à seulement 15 kilomètres du lieu où a été trouvée l'apprentie infirmière. Comme Marie-Claire, Mathilde Girardot, 20 ans, a le bas du corps dénudé. Elle a été violée. Une semaine plus tard, Didier Falsi, 27 ans, ouvrier agricole, avoue le crime. Il est déjà fiché pour des affaires à caractère sexuel. Il avait tenté de violer une jeune femme dans un train. C'est un fétichiste. Il dérobe des petites culottes. Celles de Marie-Claire et de Mathilde n'ont jamais été retrouvées. Des liens identiques ayant servi à ligoter les 2 femmes sont eux retrouvés dans l'auto du suspect. Un rapprochement est établi entre les 2 crimes. 2 février 1994, Didier Falsi est placé en garde à vue dans l'affaire Bégaud. Mais malgré les similitudes, et après vérification, il est écarté de la liste des suspects. Il n'a tué que Mathilde Girardot. Vendredi 27 octobre 1995, pour les 4 ans de l'affaire Bégaud, l'association Plus d'assassins inconnus distribue 2000 tracts dans les rues de Nevers et des communes alentours. L'espoir est de susciter des témoignages. Il convient de choquer la mémoire de ceux qui pourraient savoir ou qui savent. Des personnes qui, après toutes ces années, ont moins peur de parler, assure la responsable de l'association. Une gerbe est déposée là où le corps de Marie-Claire avait été découvert. Septembre 2000, Marie Louguet, dernière juge en charge du dossier, clôt l'affaire. Non-lieu. Non-lieu, ça ne veut pas dire effectivement la fin de l'affaire, proprement dite, puisque s'il y a des éléments nouveaux, le dossier peut toujours être rouvert, mais le fait est, c'est qu'il n'y a plus de gendarmes qui sont en activité intense autour du dossier. Il n'y a plus qu'une veille, on surveille éventuellement si un témoignage peut apparaître, mais ça c'est la malédiction des non-lieux, c'est qu'on finit par finalement refermer les dossiers. Marion Garnier, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste et réalisatrice de l'émission Non Élucidée. Un numéro de Non Élucidé est consacré à Marie-Claire Bégaud. Didier Falsi, alors lui, voilà, il a tué une femme, une jeune femme. La scène ressemble beaucoup au meurtre de Marie-Claire, à l'assassinat de Marie-Claire Bégaud. Mais c'est compliqué, là aussi. Pourtant, on a l'impression que tout concorde. Le mode opératoire, en fait, du crime de Marie-Claire Bégaud fait penser aux gendarmes depuis le début que c'est un profil d'auteur très particulier. Et donc, il cherche des similitudes dans les autres actes criminels qui arrivent. Et c'est vrai que ce nouveau suspect, après Porot, on se dit, c'est un meurtre tellement similaire que ça peut être lui. Ça peut être lui. Mais il a un alibi. Et ils sont obligés d'admettre que les similitudes qu'ils vont pouvoir trouver dans leur enquête feront pas preuve, en fait, ne font pas preuve. Donc c'est ça qui est très compliqué. Et c'est encore un espoir déçu. C'est vraiment les montagnes russes, cette affaire. C'est les montagnes russes, et effectivement, on n'arrive pas à accrocher cet homme à ce qui aurait pu être le premier meurtre, le premier assassinat qu'il aurait commis. Ça, les gendarmes y croyaient, effectivement, c'était une possibilité. Ludovic Pives, évidemment, on est déçu parce que là, les pistes, elles s'effondrent les unes après les autres. Il y a une association qui se mobilise, je l'ai dit, il y a des tracts, il y a l'émission Témoin numéro 1 avec Jacques Pradel. Vraiment, on essaie de faire en sorte que ce dossier il reste actif, qu'il reste vivant. Oui, tout à fait. Il y a eu de gros efforts fournis tant par la gendarmerie, qui avait dépêché de mémoire une douzaine ou une quinzaine d'hommes exclusivement sur cette affaire. Et puis il y a eu la population a essayé d'apporter son aide. Il y a eu
des tracts distribués, etc., etc. C'est vraiment une affaire qui a marqué non seulement la région de Béarn-Imphy, mais également tout le département. Marion Garnier, vous parliez tout à l'heure de montagne russe, c'est exactement ça pour le compagnon de la victime, parce que lui, il a été soupçonné, il a beaucoup souffert de ça, et puis là, il s'aperçoit que chaque fois, tout lui échappe. Il n'a pas la vérité qui apparaît. Ça a été très dur dès le début parce qu'en fait, il a vite senti qu'il était soupçonné. D'ailleurs, il a été placé en garde à vue très rapidement, ce qui est un peu normal. Très souvent, après le meurtre d'une femme, si elle est mariée, on va chercher du côté du conjoint. Comme il avait été chercher la voiture, déplacer les bottes, on se dit, est-ce qu'il a cherché à dissimuler des preuves? Et puis quand il découvre que Marie-Claire Bégaud avait une relation extra-conjugale, ils se disent, ben là, on tient un mobile, la jalousie. Mais quand même, le mode opératoire, encore une fois, n'est pas celui d'un mari jaloux. Ouais, c'est pas donc on pourrait se dire, il a peut-être après maquillé son crime en crime de maniaque sexuel, mais là on part dans des considérations très compliquées. Et puis il a été très seul. C'est quelqu'un qui connaissait pas la justice. 10 ans après le non-lieu, l'enquête va redémarrer. Décembre 2009, les gendarmes de la Nièvre sont informés qu'un dénommé Jean-Pierre Gatchot pourrait être un suspect intéressant dans le dossier Marie-Claire Bégaud. Cet homme est en marginal, en prison pour avoir tué 4 ans auparavant en Normandie Karine Verdier, une babysitter de 21 ans. Il l'avait violée, étranglée, ligotée, placé le corps dans un coffre de voiture. Le soutien-gorge de la victime n'avait pas été dégrafé, mais la culotte n'a jamais été retrouvée. Un témoin affirme que Gatchot lui a raconté avoir tué il y a quelques années une femme dans la région de Nevers. Gatchot résidait bien à Nevers au moment du crime. La justice rouvre le dossier. La cellule d'enquête homicide 58 est créée. Alain de Vita, ancien compagnon de Marie-Claire Bégaud, déclare au Journal du Centre: « Ma fille, qui a 19 ans et moi-même, nous voulons savoir. Cette réouverture fait renaître l'espoir. » Mercredi 16 juin 2010, Jean-Pierre Gatchot est placé en garde à vue pour l'assassinat de Marie-Claire Bégaud. Il dément toute implication, il fait savoir qu'il a déjà écopé de la perpétuité pour l'assassinat en Normandie. Il n'aurait donc aucune raison de se défiler. Aucun lien formel établi entre le marginal et l'affaire Bégaud, aucune charge retenue. Une nouvelle fois, le dossier revient au point zéro. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Ludovic Pives, journaliste au Journal du Centre. Ludovic Pives, beaucoup d'espoir avec l'apparition dans le paysage de cet homme, Jean-Pierre Gatchot. Alors le compagnon de Marie-Claire Bégaud m'avait confié à l'époque que cette nouvelle piste, et donc la réouverture du dossier qui était fermé depuis quelques années, faisait renaître l'espoir de connaître enfin la vérité. Il était très optimiste sur les chances d'aboutir, d'autant que la gendarmerie se donnait des moyens conséquents et supplémentaires en créant justement, comme vous le dites, la cellule spéciale d'investigation baptisée Homicide 58. À titre personnel, j'ai pas vu beaucoup de cellules spéciales créées dans la Nièvre pour des affaires criminelles, Nièvre dans laquelle je travaille depuis plus de 30 ans. Oui, mais c'est ça, je veux bien vous croire, d'autant plus que ces cellules spéciales, elles sont d'ailleurs occasionnelles, hein, elles s'ouvrent et puis on les referme ensuite, mais elles permettent d'avoir beaucoup plus de personnel sur le terrain et beaucoup plus d'expertise. Encore une question, Ludovic Pives. Là aussi, entre le mode opératoire de Jean-Pierre Gatchot, cette scène de crime en Normandie avec cette jeune femme, c'est troublant, il y a beaucoup de similitudes. Alors, les gendarmes se sont intéressés à ce nouveau suspect en 2010 et 2011, après le témoignage d'un homme affirmant que cet individu, donc Jean-Pierre Gatchot, qui était déjà incarcéré après le meurtre d'une jeune femme dans le Calvados en 2005, lui avait confié avoir tué une femme dans la région de Nevers quelques années plus tôt. Donc, les investigations révèlent que les 2 homicides présentent étrangement des similitudes. 2 crimes à caractère sexuel, les victimes sont dénudées du bas, leur culotte a disparu, elles sont pieds et poings liés et ont toutes les 2 été transportées dans leur propre voiture. En plus, les gendarmes établissent que l'homme mis en cause, donc Jean-Pierre Gatchot, qui est un marginal sans travail, vivait à Nevers à l'époque de l'assassinat, mais en revanche, il nie toute participation à cet assassinat et conteste avoir reconnu quoi que ce soit à l'individu qui vient de le dénoncer. Alors effectivement, il conteste. Marion Garnier, journaliste, réalisatrice, rédactrice en chef de l'émission Non élucidée, Jean-Pierre Gatchot, là effectivement, il y a beaucoup de similitudes et pourtant,
ça va pas marcher. Pourquoi on décide de le relâcher, cet homme? Ça va pas marcher, j'ajoute juste que, au-delà des similitudes dans le mode opératoire, ils enquêtent sur ses habitudes à Nevers. C'est quelqu'un qui zonait un peu dans les rues de Nevers. Marginal. Qui passait son temps à aborder des femmes brunes, minces, comme Marie-Claire Bégaud, il le dit, et qui avait beaucoup de mal à supporter qu'on le rejette. Et en plus, l'enquête montre qu'il fréquentait un café dans lequel allait Marie-Claire Bégaud et ses élèves, ses amies étudiantes infirmières. Souvent le vendredi soir, elles allaient prendre un verre dans ce café. Ici, ils sont peut-être croisés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais ça fait pas assez. Et ça fait pas assez, pourquoi? Parce que il peut pas être sur le lieu de la disparition. Alors, après cette petite gare. En fait, il n'a pas de voiture, et donc il aurait fallu qu'il aille. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'agression a commencé sur la gare de Béart, donc il aurait fallu qu'il soit à Béart quand Marie-Claire Bégaud arrive, puisque l'enquête a montré qu'il n'était pas dans le même quart qu'elle. Donc là, on part dans une préparation. Il aurait fallu que quelqu'un l'accompagne. Il aurait fallu qu'elle ait des échanges avec lui, qu'il l'ait suivi. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça semble un peu compliqué. Voilà, oui. et c'est pas immédiat. Effectivement, les enquêteurs, les vieux de la vieille, comme on dit, ils disent toujours la même chose. C'est la simplicité qui compte. Oui. Finalement, la sophistication et l'élaboration de scénarios très compliqués. Souvent, soit ça se casse la figure, ou en tout cas, ça marche pas. Marion Garnier, juste un petit point. On va aller jusqu'en 2010, et là, on va enfin conduire des expertises génétiques, l'ADN. On va pour la première fois analyser les mégots dans la voiture. Analyser ce qu'on peut, finalement. Ce qu'on peut. Alors, faut aussi bien redire encore une fois que c'est une vieille affaire. Donc, à l'époque, quand il y a eu les scellés, il n'y avait pas d'ADN. Que sont devenus ces scellés? Enfin, les analyses en 2010 n'ont rien apporté de fulgurant. Que sont devenus ces scellés? La jupe, les bottes, tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'analyser ou de réanalyser. Le dossier va être à nouveau fermé. Dernier espoir, le pôle des cold cases. Mardi 12 mars 2024, le dossier Marie-Claire Bégaud est transmis au pôle des cold cases. Les enquêteurs et les juges vont, dans un premier temps, l'examiner et décider si de nouvelles investigations méritent d'être diligentées. En septembre 2020, un dernier non-lieu avait été délivré par la cour d'appel de Bourges. Alain de Vita et sa fille Anaïs ont toujours gardé l'espoir que la vérité surgisse à la faveur d'un témoignage ou d'une expertise scientifique. Je pense que l'affaire peut sortir un jour, affirme l'ancien compagnon. La prescription sera atteinte en 2032. J'ai un espoir que des gens parlent, mais j'ai encore ce petit espoir-là pour Marie-Claire, qu'on trouve le coupable et puis qu'il paye pour ce qu'il a fait. La voix de Christian Bégaud, le frère de Marie-Claire, c'était dans l'émission Non élucidée, diffusée en octobre 2022. Marion Garnier, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste et réalisatrice, et justement vous êtes la rédactrice en chef de l'émission Non élucidée. Vous avez supervisé ce numéro qui était consacré à Marie-Claire Bégaud. Le pôle des cold cases, ils ont reçu le dossier, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut qu'ils l'examinent, qu'ils regardent. Forcément que c'est un espoir, mais il faut un tri. Ils ne peuvent pas prendre tous les dossiers qu'on leur présente. D'abord parce qu'une des promesses du pôle cold case aussi, c'est que les juges d'instruction ne soient pas en charge de trop de dossiers. Donc ils choisissent parmi les dossiers. Je ne sais pas pour l'instant où c'en est. Je pense que ce dossier mériterait, oui. Il y a des choses à faire. Enfin bon, il me semble. Je suis d'accord avec vous. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est une question qui se pose. Où sont les scellés? Ça, on ne le sait pas. On le sait pas. À la justice d'aller voir s'ils sont pas dans une arrière-salle, dans une salle de scellés d'un tribunal. C'est tout à fait possible et ça serait de la chance qu'on les retrouve parce que là, il y aurait vraiment une opportunité de refaire des analyses. Ludovic Pives, vous êtes journaliste au Journal du Centre, je le disais, vous connaissez parfaitement cette histoire et vous êtes avec nous depuis le début de cette heure du crime. Vous confirmez ce que dit Marion Garnier, le pôle des cold cases, c'est le dernier espoir? Ce pôle cold case, c'est le dernier espoir de connaître enfin la vérité. Les homicides sont parfois élucidés des décennies plus tard. C'est vrai. Pourquoi pas celui-là? La dernière fois que je me suis entretenu de cette affaire avec le compagnon de Marie-Claire Bégaud, ça remonte à 2021, donc il y a 3 ans, il me déclarait je pense que l'affaire peut sortir un jour. Donc il espère encore, mais il faudra faire vite parce que dans 8 ans, eh bien,
le dossier sera prescrit. 2032. Ouais, c'est ça, 2032, le dossier est prescrit, et là, il n'y aura plus grand-chose à faire. C'est pour ça que aussi le pôle des cold cases est là pour bouger tout ça et pour essayer d'obtenir une vérité. Marion Garnier, c'est une famille qui s'accroche, on l'a dit, hein, le compagnon, il avait témoigné chez vous dans votre émission Non élucidée. Il a une très jolie formule. Il est très touchant. Il est très touchant, et il a une très jolie formule, il dit c'est un manteau de peine, c'est en mimant, c'est-à-dire que depuis toutes ces années, il ne peut vivre que avec ce poids. Et ce poids, le chagrin sera pas moins grand, mais s'il y a une élucidation, ils le disent tous, il y a quand même une libération. Et puis le fait qu'il n'y ait plus d'enquête se rajoute au chagrin un sentiment de solitude, d'abandon terrible. Donc, comme toutes les familles, j'ai l'impression qu'ils alternent entre des périodes où ils cherchent à être actifs, et puis d'autres périodes où ils fatiguent aussi, où ils sont plus dans la résignation. Bien sûr, et mais puis ça, c'est le propre des familles. Des familles dans les cold cases qui vivent un enfer, un calvaire. C'est ce qu'il y a de pire que de tout. Enfin, le pire, c'est sans doute la disparition, puisque là, on n'a absolument rien. C'est pas le cas dans cette affaire, mais c'est tout aussi terrifiant. Je rajoute à ça, c'est que vous disiez tout à l'heure, il serait bon que le pôle des cold cases, vraiment, qu'il s'empare de ce dossier. Mais il faut le répéter, Marion Garnier, c'est vrai que elle le mérite, cette affaire. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de détails, bien sûr, il y a beaucoup de pistes. Elle le mérite. Encore une fois, il y a une scène de découverte du corps, il y a une scène d'agression. Aujourd'hui, les experts sont meilleurs, donc ça pourrait donner des éléments. On pourrait voir si Porot a le profil de cet acte-là. On pourrait aussi réentendre, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, tous ces suspects. Il y a toujours des choses à faire, et dans cette affaire, assurément, il y a des choses à faire, même s'il n'y a plus de scellé. Il y a toujours la possibilité d'un nouveau témoignage. C'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Ludovic Pives, c'est un crime de proximité. Hein. Quelqu'un du coin, ça c'est la piste la plus plausible. Tout à fait. Ça peut être le voisin de Madame X, le cousin de Madame Y. Ça peut être une personne connue, ça peut être tout le monde, quoi. Quelle marque elle laisse, cette affaire dans la région de Nevers? Alors de ces 30 dernières années, on peut dire que c'est l'affaire qui a le plus marqué la Nièvre par sa sauvagerie et la personnalité de la victime, qui est une jeune femme, mère d'un enfant en bas âge, tuée à son retour du travail. C'est Madame tout le monde, quoi. Marie-Claire Bégaud est assassinée il y a maintenant près de 33 ans, et beaucoup se disent que si de tels faits se produisent aujourd'hui, l'assassin serait sans doute vite démasqué grâce au progrès de la police technique et scientifique. N'oublions pas qu'au début des années 90, le meurtre de Marie-Claire Bégaud remonte à 1991, l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements. Oui, bien sûr, il reste toujours un espoir. Donc, merci beaucoup Ludovic Pives, Marion Garnier, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct, Jonathan Griveaux.